consommateur, il est dupé, il est conscient. Si tu parles de fausse monnaie, c'est vrai qu'à Rome, je crois que ça allait jusqu'à la crucifixion. Hein. On rigolait pas, c'était un crime de lèse-majesté. Les produits de contrefaçon sont dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette question Bienvenue dans Grand Déballage, le vidéocast de Rakuten France, qui décortique les tendances e-commerce et plus largement la société. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à la contrefaçon. Alors, entre les sacs de luxe à prix cassé, les chaussures de grandes marques, ou en tout cas inspirées de grandes marques, et également les faux iPod, on a aujourd'hui une multitude de produits contrefaits, clairement, dans notre quotidien. On a la chance, pour en parler aujourd'hui, d'avoir deux invités de prestige. Delphine Sarfati-Sobrera, déléguée générale de l'UNIFAPS, l'association française de défense des droits de propriété intellectuelle, qui regroupe plus de 200 entreprises issues de tous les secteurs économiques. Bienvenue. Bonjour, merci. Et Benjamin Mout, vice-président légal et affaires publiques de Rakuten France, je pense dont notamment un peu spécialiste également de la contrefaçon, entre autres. Bonjour, merci, on va tout déballer. Alors, ensemble, on va explorer un petit peu toutes les facettes, aussi bien historiques, le fond, la forme. On essaye de donner un maximum d'éléments. Et vous connaissez le principe, je vais prendre des produits à l'intérieur de cette très belle boîte. Et j'attends de vous de me donner un petit peu d'inspiration. Qu'est-ce que ça vous évoque essentiellement? On va le décortiquer, on va le montrer, on va le présenter. Et vous allez nous dire un petit peu ce que ça représente pour vous. Alors, premier produit, ou en tout cas, représentation de produit. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac qui est un modèle de la maison Hermès qui s'appelle le Birkin, qui est un sac qui est fabriqué en France par des artisans qui sont extrêmement formés, avec une main bien particulière, et c'est un vrai objet de luxe et de prestige. Non, je pense que c'est un bon symbole du savoir-faire à la française. Exactement, je pense qu'en termes de luxe, on peut difficilement rivaliser avec le Birkin. Si je ne m'abuse, je crois même que ça fait partie des éléments, ou en tout cas des produits de luxe sur lesquels il y a eu peut-être le plus de spéculation. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, peut-être le meilleur investissement en son époque par rapport à la rareté du produit. Ce produit, ou en tout cas cette représentation de ce sac, aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Walmart, qui aurait diffusé, ou en tout cas mis à la vente, un Wirkin, donc un produit, ce qu'on appelle un dupe aujourd'hui, qui ressemble trait pour trait à ce produit, et qui a été mis à la vente en 2025, qui est très décrié ou apprécié par les TikTokers, entre autres. Aujourd'hui, c'est également ça qui brouille un petit peu les frontières entre inspiration, imitation, appropriation. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui, ces éléments de dupe elle s'arrête où, cette petite limite entre je m'inspire et je copie? À la limite, elle est très claire. En fait, il y a dupe, le dupe, générique, clone, pink tea. En fait, il y a énormément de nouveaux mots. Les contrefacteurs ont créé en fait un nouveau champ lexical, très clairement, pour parler de contrefaçon. Mais il y a plusieurs mots, mais la seule définition, c'est contrefaçon. Ces produits sont des copies des modèles originaux. Ce sont des contrefaçons. D'ailleurs, le produit a été tout de suite retiré de la vente dès que Hermès s'est manifesté. Donc, je crois que ce qu'il y a de très grave aujourd'hui, effectivement, via les réseaux sociaux, on voit beaucoup cela. Les influenceurs se sont saisis de la promotion de produits qu'ils appellent dupes, en faisant croire aux consommateurs que ce sont des produits qui sont autorisés, et donc en banalisant finalement l'acte d'achat de contrefaçon. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Dès qu'il y a la reprise d'un élément distinctif d'un produit, c'est une contrefaçon. Et donc, il y a énormément de contrefaçons qui portent un autre nom, mais ça, c'est parce que les contrefacteurs sont de plus en plus intelligents et veulent écouler leurs produits via des consommateurs moins scrupuleux. Et puis surtout, ils veulent convaincre la jeune génération que ce n'est pas grave.
il n'y a pas mieux que les réseaux sociaux pour y arriver. Ouais. D'ailleurs, le mot dupe, il est intéressant parce que c'est une forme de... C'est un peu du marketing, on markete différemment la contrefaçon en réalité. Hein. Bien sûr. C'est un peu ça l'idée, une forme de dédramatisation de la contrefaçon, on appelle ça un dupe, mais il n'en demeure pas moins que c'est un produit légal. Et il ne faut pas oublier l'origine du mot dupe. Hein. Dupe, duplicate, dupe, duperie, tromperie, arnaque, escroquerie. On y arrive, hein, très très vite. Oui. Et alors, justement, c'est sur cette partie-là, le consommateur, il est dupé, il est conscient, on a toutes sortes de typologies d'acheteurs. C'est quoi sa responsabilité clairement à ce niveau-là? C'est très simple, on a fait une étude, enfin l'IFOP a fait une étude pour l'UNIFAB et l'INPI, et en fait, il faut savoir que 34% des consommateurs qui ont déjà acheté une contrefaçon en ligne pensaient acheter un vrai produit. C'est énorme, ça veut dire qu'il y a un tiers des gens qui se font avoir. Donc déjà, ceux-là, on peut considérer qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils voulaient acheter un produit authentique. Ça veut dire qu'il y en a quand même 2 tiers qui le font sciemment. Et là, c'est là qu'il faut agir et qu'il faut éduquer et qu'il faut absolument les convaincre du fait que les impacts de leur achat de contrefaçon sont dramatiques. Surtout quand on parle de savoir-faire à la française, je sais qu'il y a des ateliers de gens, des critères extrêmement précis et de qualité qui sont presque inenvisageables pour d'autres entreprises. Lorsqu'on sort un sac de cette qualité, je pense qu'on a un savoir-faire de plusieurs centaines d'années derrière. Bien sûr, il y a le savoir-faire, il y a tout l'investissement, la recherche des matières premières, il y a aussi la transmission qui est importante. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que derrière ces produits, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, il y a une économie, il y a un service. Et tout ça fait partie aussi de l'économie française et du patrimoine intellectuel de la France. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont peut-être... un peu naïfs entre guillemets et qui peuvent se méprendre quand ils font un achat d'une contrefaçon. Après, en ce qui concerne les autres, je pense qu'il y a moins de doutes. Après, il y a des éléments qui peuvent être intéressants, notamment le prix du produit. Si vous avez un sac qui est supposé être d'une grande marque et qui est vendu 1/10 du prix habituel, on peut légitimement se dire que effectivement il s'agit d'un faux et que intentionnellement, voilà. Bon, je pense que ça reste quand même effectivement une part importante des achats, malheureusement d'ailleurs, effectivement, parce que comme le souligne Delphine, il y a toute une économie derrière avec des emplois hautement qualifiés, et puis ce sont les fleurons de notre industrie, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, c'est quoi les recours juridiques ou les outils à disposition justement des marques et des créateurs pour protéger un petit peu tout ça Non, en droit français, alors il y a plusieurs éléments. Et alors, ça dépend aussi des créations. Il y a le droit d'auteur de manière générale qui ne demande aucune formalité particulière. Et puis il y a d'autres possibilités, notamment le droit des dessins et modèles. Mais ce ne sont pas toutes les marques, en réalité, qui ont les moyens d'investir dans leur propriété industrielle, au sens dans la protection de leur propriété industrielle. Et ça, c'est un élément à prendre en compte aussi, notamment dans la lutte contre la contrefaçon, parce que de la même manière qu'ils n'ont pas forcément les moyens de protéger leur propriété industrielle, ils n'ont pas forcément au moment où ils créent, ils n'ont pas forcément les moyens par la suite de faire la chasse aux contrefaçons de leurs produits. On va passer à notre deuxième objet, revenir un petit peu en arrière. J'espère que ça va vous inspirer également. Qu'est-ce que c'est ? De toute évidence, c'est le Colisée. Oui, mais alors une pourquoi ? Reproduction du Colisée, tout à fait, en porte-clés, ouais. On va dire. De taille, je ne saurais dire quelle échelle, mais on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Lilliputien, tout à fait. Est-ce que ça a un lien avec le fait sur la propriété intellectuelle des nations ou pas du tout ? Non, on revient vraiment plus à une ère... Dans la romantique, alors. Ah ouais, exactement. Ah, j'ai une petite idée. Oui. J'ai une petite idée, c'est parce qu'en fait, au musée de la contrefaçon que nous animons depuis un certain nombre d'années, enfin peut-être que c'est ça, hein, mais nous avons effectivement des amphores romaines, des bouchons d'amphores romaines qu'on présente aux visiteurs pour leur montrer que la contrefaçon, ça a toujours existé depuis des centaines de milliers d'années. Exactement. Incroyable. Incroyable. Bon, après, vous êtes
de loin la représentante et l'experte de contrefaçon. Mais oui, effectivement, c'est exactement ça. Un siècle avant notre ère, on avait retrouvé effectivement des bouchons d'amphore où on s'était rendu compte que certains vins prestigieux qui étaient conservés dans des amphores romaines étaient falsifiés par les potiers pour justement, on va dire, faire passer du vin local pour du vin de prestige. Donc la contrefaçon remonte déjà depuis plusieurs siècles, plusieurs temps. C'était assez intéressant parce que finalement on se rend compte que on a une falsification de produits et la question c'est aussi de se dire est-ce que c'est uniquement pour faire mieux vendre ou c'est également pour dire à ses convives je ne me suis pas moqué de vous. Et finalement, il y a ce côté statut, représentation, et donc aussi bien pour l'utilisateur que pour le fabricant. Oui, il y a un petit peu des deux. Il y a effectivement celui qui vend, le fabricant, celui qui est à l'origine de cela, c'est pour vendre des produits en utilisant la notoriété de quelqu'un d'autre. Donc c'est clairement un bénéfice financier qu'il recherche. L'acheteur, il a une philosophie un peu différente. Effectivement, il veut faire croire, il veut être calife à la place du calife en réalité. Il veut faire croire, il veut se donner une image qu'il n'a peut-être pas. Il veut effectivement montrer aux autres qu'il est capable d'obtenir tel ou tel produit. Alors, ça s'appliquait sans doute pour le vin ou l'huile d'olive il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, ça s'applique beaucoup aux produits de luxe. Et donc, c'est pour ça que les jeunes achètent pas mal de contrefaçons de produits de luxe. Mais comme je le dis souvent, franchement, le luxe, c'est magnifique, ça fait rêver, il y a un effet satisfaisant, c'est un symbole de réussite, mais ce n'est pas vital. Donc, les jeunes peuvent aussi bien acheter des produits de créateurs beaucoup moins chers. Il y a énormément en France d'offres de produits, de maroquinerie, d'accessoires, de vêtements qui sont fabriqués et proposés par des créateurs qui sont beaucoup moins coûteux et qui sont tout aussi prestigieux par la création, en fait. Il y a cette histoire d'image, mais je crois que c'est parce qu'on vit aussi dans une ère de l'image. Vous parliez tout à l'heure de TikTok. Aujourd'hui, on choisit presque son lieu de vacances pour savoir s'il est Instagrammable ou pas, ses vêtements du jour en fonction de l'endroit où on va, pour voir si on aura la possibilité de poster la bonne photo au bon endroit. Voilà, on s'invente une vie quelque part, on la vit plus. Donc je crois que ça correspond aussi malheureusement à notre époque. Tu disais que c'est pas vital, et tu as raison. Et je sais aussi que c'est un sujet qui te tient à cœur, mais qui nous tient à cœur aussi. C'est que non seulement c'est pas vital, mais ça peut être dangereux. Bah, évidemment. Ça peut être dangereux, notamment au niveau évidemment des matières qui peuvent être utilisées pour les contrefaçons. On parlait de maroquinerie tout à l'heure. Rien qu'à l'odeur, souvent, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des investigations très poussées pour savoir qu'un produit est une contrefaçon. L'odeur en dit long, et l'odeur en dit long aussi sur les matériaux donc, qui sont utilisés et sur les dégâts qui peuvent causer. Donc c'est assez dommage pour tout le monde, pour tous les acteurs de la chaîne, jusqu'aux consommateurs qui achètent de la contrefaçon. Mais on ne se rend pas forcément compte, et je me permets de rebondir, parce que c'est vrai que la toxicité des produits de contrefaçon est très importante. L'odeur, quand on prend un produit de contrefaçon, que ce soit une paire de baskets, que ce soit un sac à main, dès qu'on sent l'odeur, on sait tout de suite que c'est une contrefaçon, on n'a même pas besoin de l'examiner, parce qu'il y a une espèce d'odeur de pétrole ou de colle toxique, parce que c'est la colle la moins chère, qui fait qu'on reconnaît immédiatement le produit de contrefaçon. Pareil sur un vêtement, voilà. Et ça permet d'identifier très très rapidement les contrefaçons, mais il faut savoir que cette toxicité, elle est sur ce type de produit, mais il y a aussi des produits qui sont extrêmement dangereux, comme par exemple les jouets, les faux jouets qui sont avec les fixations qui ne sont pas les bonnes, les petites roues des voitures qui se détachent, que les enfants peuvent avaler, ou les faux médicaments mal dosés, voire pas dosés du tout. Voilà. Les produits de contrefaçon sont dangereux. Et je crois que ça, les consommateurs doivent l'entendre, parce qu'on voit qu'ils achètent un peu tout et n'importe quoi en ligne. On peut être un très gros consommateur en ligne. Moi-même, je suis une très grosse consommatrice en ligne. J'achète, je pense, 90% de ce que j'achète en ligne. Mais il faut savoir qu'il faut bien se renseigner sur le site où on achète les produits. D'accord. Ça, c'est fondamental.
Oui, ça semble plutôt clair à ce niveau-là. Et on peut faire aujourd'hui, d'après vous, le parallèle directement entre ces amphores qui ont été un petit peu contrefaites avec des contrefactions de sacs, de cosmétiques et d'autres objets. Pour vous, c'est le même procédé, C'est le même état d'esprit. C'est la même démarche, s'approprier le travail des autres pour mieux vendre. Alors, vous savez, il y a ceux qui voulaient se donner l'image, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont vraiment... qui montrent un produit, qui achètent la contrefaçon pour l'image. Et puis, il y a ceux qui se font avoir, hein, qui pensaient acheter le bon produit, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'au final, on peut dire, d'une certaine manière, l'aspect luxe a une part de responsabilité finalement dans la contrefaçon? Le fait des fois de rendre les choses inabordables ou trop difficiles pour certains, de pousser finalement à se diriger vers quelque chose de différent, de plus abordable, mais tout en voulant exactement le même produit. Mais la réalité, c'est que si le luxe devient abordable, il ne fait plus rêver et plus personne n'en veut. Donc en fait, vous avez la réponse à votre question. Pourquoi est-ce qu'on va acheter un produit de luxe? C'est parce que c'est un rêve. Pourquoi est-ce qu'on achète un parfum issu d'une maison de luxe? Parce que c'est un rêve. Et c'est le moyen justement d'avoir un petit peu de ce rêve. Je peux vous garantir que le même produit, s'il n'était pas de la marque de luxe en question, on en voudrait sans doute moins, parce que il y a toute l'histoire qui va avec un produit. Et je crois que l'histoire du produit, elle est fondamentale, et c'est ça aussi la part de rêve. C'est vrai, je vois qu'effectivement, il y avait déjà, plus à notre époque, là, Jean Baudrillard qui avait écrit un essai, ou plutôt un livre, qui disait justement que ce que l'on consomme aujourd'hui, c'est aussi un signe, un message adressé aux autres. Donc je pense qu'on veut tous un peu cette part de luxe à l'intérieur de notre écosystème ou de nos relations. Très bien, on peut passer à un autre produit. Ok. On a le droit de toucher. On a le droit de toucher, on a le droit de l'utiliser. Alors je pense que c'est un seau, n'est-ce pas? Oui, c'est un seau, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Un seau rouge avec la partie métallique et une signature très certainement qui représente une fleur. Donc on peut considérer ça comme une signature. Et évidemment, alors on avance dans le temps. On se retrouve au Moyen-Âge et on commence à avoir directement des implications de l'État, ou en tout cas d'une certaine management par la peur, avec des sanctions qui vont jusqu'à la mort pour la falsification de monnaie, de création littéraire, de falsification de sceaux. Et on commence enfin à avoir une véritable juridiction, ou en tout cas des règles pour dissuader de la falsification. Alors, est-ce que justement la contrefaçon a toujours été un enjeu de pouvoir autant que de profit lorsqu'on essaye de falsifier des sceaux royaux ou des lettres ou... Si tu parles de fausses monnaies, c'est vrai qu'à Rome, je crois que ça allait jusqu'à la crucifixion, hein. On rigolait pas, c'était un crime de lèse-majesté. Et pour cause, parce que c'est vrai que ça déstabilise c'est susceptible de déstabiliser toute l'économie en réalité. Mais même en France, je crois qu'aujourd'hui c'est jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende. Donc ça fait partie quand même des peines extrêmement importantes, hein. Donc c'est intéressant à mettre en perspective. Il y a une forme de continuité en fait historique sur ces sujets, parce que ça a des dommages extrêmement importants. Alors, sur la contrefaçon, c'est évidemment amoindri, hein. Ça c'est pour la fausse monnaie, mais pour la contrefaçon, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, et en cas de récidive ou de commission en bande organisée, c'est-à-dire par des réseaux criminels, ce qui est le cas dans 80% des cas, hein, ça va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Donc acheter une contrefaçon, c'est pas du tout anodin, hein. Faut faire attention à ce qu'on fait, parce qu'il y a de vrais... en face, il y a vraiment une punition qui est importante. Et si jamais les produits sont saisis par la douane, lorsque vous revenez de voyage, c'est 2 fois la valeur du vrai. Donc si vous revenez, par exemple, avec une fausse montre, pour peu qu'elle soit dorée, ça peut vous coûter très très cher. Ah, évidemment. C'est vrai qu'on entend souvent des personnes partir dans certains pays où... C'est bientôt la période estivale, la période des vacances. Effectivement, revenir avec des faux plutôt abordables, on
on en trouve assez souvent. Est-ce que l'on retrouve pas la même question centrale finalement à travers les siècles là? Qui a le droit de reproduire et au nom de quoi? Alors, le droit de reproduire, en fait, il existe déjà dans la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire tout ce qui est tableau et art. Il y a un droit de reproduction qui est autorisé, mais il ne faut pas que le produit ait exactement le même format. Il faut que le produit soit d'un format différent, déjà pour ne pas tromper les consommateurs. Et il faut indiquer que c'est une reproduction. Donc oui, c'est autorisé. En revanche, le droit de reproduire un produit dont les droits de propriété intellectuelle, la marque, le dessin, le modèle, le brevet appartient à une entreprise, c'est totalement interdit. Et ça le restera, je pense, toujours. Sauf autorisation, évidemment, mais ça doit faire l'objet d'accords Oui, d'une spécifiques. licence. À ce Évidemment. moment-là, si l'entreprise accorde une licence à une autre entreprise, il y a possibilité de reproduction. Mais c'est moyennant effectivement un accord, un contrat et un financement. Alors je reçois de plus vers le contemporain, vers notre ère actuelle, mais on entend souvent parler d'inspiration, par exemple même musicale. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de faire des choses assez exceptionnelles, créer des samples, du son, parfois qui ressemblent trait pour trait à des choses déjà existantes. Comment on arrive à gérer ce genre de choses aujourd'hui? Alors, tout ce qui est sample, c'est très clair parce qu'il y a la reprise d'un certain nombre de notes qui est autorisée. Et une fois, si on va au-delà, il y a des droits en fait à payer, des droits musicaux à payer. Donc là, en termes de droits, c'est extrêmement cadré. En revanche, si on demande à l'IA, est-ce que tu peux me faire une musique à la Goldman, alors là, je ne sais pas encore comment ça va se résoudre. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme pour les produits. Quand on a envie d'écouter Jean-Jacques Goldman, on écoute Jean-Jacques Goldman. Quel est l'intérêt d'aller écouter un pastiche de Jean-Jacques Goldman? Franchement, bon, l'élément satisfaisant, il n'est pas là non plus, hein. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que chaque évolution technologique, alors, a priori de plus en plus fréquente, tous les 20, 15, 10, 5 années, on a des nouvelles questions qui sont soulevées par les nouvelles technologies en matière de propriété intellectuelle et de contrefaçon, évidemment. Ça, c'est une bonne illustration à toutes les questions que ça soulève en matière d'IA. Et sur l'IA, je crois qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est tout ce qu'on voit, en fait, la manière dont les entreprises chinoises, notamment, comme Shein, sont capables de créer 8000 références par jour, 8000 nouvelles références par jour de vêtements pour inonder les marchés, notamment européens. Et donc, ils utilisent beaucoup l'IA, essentiellement l'IA, et effectivement, ils peuvent demander fais-moi un tailleur à la Chanel, fais-moi un smoking à la Saint-Laurent, fabrique-moi une chemise à la Cézanne, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est un vol manifeste de propriété intellectuelle puisque ils vont reproduire quasiment les modèles des créateurs sans leur autorisation et malheureusement avec des produits qui sont de mauvaise qualité, qui ont un bilan carbone désastreux puisque ce sont des produits qui arrivent d'Asie, fabriqués dans des conditions aussi sociales inacceptables, etc. Donc ça, je pense qu'en France, il faut faire très attention à ce qu'on achète via ces sites internet parce que, quelque part, c'est soutenir quelque chose que l'on condamne. En France, on veut, et c'est normal, et en Europe d'ailleurs, hein, on veut consommer local, responsable, on respecte l'environnement, etc. Et acheter ce type de produit, c'est vraiment l'inverse du comportement qu'on souhaite. Aujourd'hui, est-ce que le cadre légal est capable de protéger devant cette invasion, on va dire, de produits contrefaits qui ne respectent pas vraiment les valeurs qu'on essaye de mettre en place sur le territoire? Alors, il y a un certain nombre de législations qui sont en cours. Vous avez la loi Fast Fashion actuellement au Parlement. Il y a aussi un projet de loi qui a été déposé par le député Christophe Blanchet sur la contrefaçon qui demande à ce qu'il y ait une amende forfaitaire délictuelle pour les consommateurs. C'est-à-dire que chaque consommateur qui achèterait de la contrefaçon se verrait affliger une amende exactement à l'image de ce qui se passe actuellement
pour la drogue. Lorsqu'un consommateur achète de la drogue, il a une amende. Ça contribue aussi à l'éducation du consommateur. Parce que c'est interdit et en plus, on a une amende. Donc, je peux vous dire que le consommateur, il va réfléchir à 2 fois avant d'acheter de la contrefaçon. Après, de manière générale, il y a un cadre juridique qui existe, notamment au niveau européen, au niveau français, qui permet d'une part aux marques de protéger leur propriété intellectuelle au sens large. On a effectivement un travail aussi des douanes qui est admirable, mais bon, il y a beaucoup de flux. On le sait, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens pour lutter contre ça. On sait aussi que parfois, peut-être, les tribunaux n'ont pas forcément la main très lourde. Je ne pense pas que tu me contrediras. Il peut y avoir une forme d'insatisfaction de la part des droits de propriété intellectuelle. Donc, il y a des outils, mais c'est vrai que le résultat final n'est pas forcément toujours satisfaisant. Après, au-delà de ce qui est juridique et réglementaire, on peut aussi avoir des accords entre marques, places de marché en ligne ou acteurs du e-commerce. On en a au niveau français. On a été les premiers à le faire, on a été impliqués à l'époque. On en a aussi au niveau européen, avec des outils qui peuvent fonctionner. Donc voilà, mais effectivement, même si on a les outils, c'est vrai que le résultat final, il n'est pas forcément hyper satisfaisant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui est énorme, on est sur des volumes qui sont considérables. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, et ça demande beaucoup de moyens que tout le monde n'a pas, y compris l'État ou les titulaires de droits de propriété intellectuelle. On va continuer à avancer dans le temps. Bon, on a vu là, on commence à donner un cadre avec des sanctions. On va voir un petit peu comment les choses ont tourné par la suite pour la contrefaçon, et notamment avec des choses et un autre produit. Ah, brevet d'invention. Donc c'est un livre de 1902. Bien conservé. Très bien conservé. Ouais. Vous l'avez trouvé sur Rakuten, non ? Et, absolument, on vend beaucoup de produits d'occasion. Effectivement, livre sur les brevets anciens, qui datent techniquement depuis Révolution française. On commence à donner une structure un petit peu plus cadrée. Simplement, tout ce qui va être reproduction, à tout ce qui va être respect des droits et de la propriété intellectuelle, que ce soit d'un produit, d'une manière de construire, de créer, et également des idées. Alors, pourquoi ce tournant juridique et en quoi il est déterminant dans l'histoire de la contrefaçon, à partir du moment où on donne toute cette structure? Alors, moi, si je me place d'un point de vue historique, je pense qu'il y a eu à un moment une prise de conscience du fait qu'il faille protéger les créations, les inventions, et aussi ça a été un moyen économique de pouvoir avoir un retour sur investissement pour justement ces personnes qui investissaient beaucoup. Alors ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était en recherche, en développement, etc. Donc ça a été vraiment très clairement un tournant de manière à pouvoir faire prospérer les pays, et aussi à aller exporter vers le monde nos savoir-faire. Et qui était lié sans doute aussi à la consécration de la propriété privée, tout simplement. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est, je pense, plutôt précurseur en matière de propriété intellectuelle en France, sur tous les plans, finalement. Tout à fait. Beaucoup en droit d'auteur, mais... donc voilà, oui, les inventions, ça date pas... et la protection des inventions en France, ça date pas d'hier, ni d'avant-hier. Mais ça correspond aussi, je pense, à une forme de protection, de prise en considération d'une forme de génie français. On savait qu'on avait des talents, il fallait le protéger pour lui permettre de prospérer. Donc ça s'est traduit par l'adoption d'un certain nombre de textes. S'il est respecté internationalement, tout fonctionne plutôt bien et tout le monde est plutôt d'accord. Ouais. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est vrai que ce sont les brevets, mais ce sont aussi les marques qui ont été énormément promues à cette époque. Il faut savoir que Louis Vuitton a été le premier maltier à fabriquer des malles rigides, rectangulaires et plates.
Parce que pour justement les grands voyages à l'époque, que ce soit en calèche ou en bateau, c'était beaucoup plus simple d'avoir des malles plates. Et comme il a été copié, il a mis ses initiales et c'est comme ça qu'est né le monogramme. C'est parce que son idée de faire de la malle plate a été copiée par tous, et donc il voulait se distinguer et il a créé son monogramme. Donc vous voyez, sa propriété intellectuelle. Sa propriété intellectuelle. Alors qu'à l'époque, ça a été vraiment l'un des premiers, enfin le premier à faire cela. Et est-ce que justement, alors, lorsque on commence à protéger sa marque, protéger ses idées, finalement, ça protège le créateur ou ça donne juste un peu plus de puissance aux positions dominantes, à ceux qui sont déjà très instruits, très cadrés, très organisés, et ça crée toujours un petit peu plus de décalage? Évidemment que ça protège le créateur, mais ça protège aussi le consommateur qui sait qu'il peut avoir confiance dans le produit qu'il achète. Donc finalement, c'est à mon avis gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quel que soit le produit, que ce soit un stylo à billes, que ce soit une pièce détachée automobile ou un accessoire de mode, on va vers le créateur, vers la marque, parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance. Et je crois que cette confiance du consommateur sur la qualité du produit, elle est déterminante dans l'achat. C'est ce qu'il y a de déterminant avant même peut-être de choisir une marque. C'est parce qu'on choisit la marque parce qu'on a confiance en cette marque. Et à partir de quand une création devient une propriété ou est protégeable en fait? Dès qu'il y a un signe distinctif, alors il faut que la marque soit distinctive. Par exemple, si vous avez la marque Mug, ne pourrait pas être distinctif parce qu'un mug, c'est un nom commun. Par exemple, si vous mettez mug avec autre chose derrière, votre nom, votre prénom, mug romain, ça pourrait se déposer, par exemple. Et c'est pareil pour tout. Il faut qu'il y ait en fait, et puis il faut pouvoir prouver la date aussi de la création pour le droit d'auteur. Le brevet, n'en parlons pas parce qu'alors là, c'est tout un cheminement bien particulier. Et par exemple, dans le mobilier, il faut que la forme soit distinctive, il faut qu'il y ait vraiment un élément qui soit novateur ou distinctif. C'est vrai qu'en matière notamment de droit d'auteur, là, il y a la propriété industrielle d'un côté, puis il y a la propriété artistique. Le droit d'auteur, il faut l'empreinte de la personnalité de l'auteur, donc une forme d'originalité. Et à ce moment-là, de fait, tu bénéficies d'une protection, en tout cas en droit français, sur le plan du droit d'auteur. Et on le dit, on l'a redit, il y a d'autres manières de protéger des créations. Là, on voit en 18 siècles, les choses ont évolué énormément dans le cadre légal, mais est-ce que finalement le droit suit la même vitesse de manière à protéger la marque, la propriété intellectuelle, quand on voit un petit peu l'essor, parce qu'en ce moment, c'est un peu l'explosion de l'e-commerce, on voit des volumes incroyables passer par conteneurs et ce genre de choses. Est-ce que finalement le droit va à la même vitesse que ce qu'on vit aujourd'hui? Le droit ne va jamais à la même vitesse, il est beaucoup plus lent. Là-dessus, comme sur plein de choses, au niveau sociétal, social. Évidemment, parce que l'être humain, je pense, réfléchit, a besoin de mûrir les idées déjà. Et donc, c'est plutôt sage de voir, d'observer en fait la manière dont il faut réagir. Donc non, le droit ne va pas à la même vitesse. Et il faut savoir que vis-à-vis de la contrefaçon, c'est un problème parce que les contrefacteurs, comme ils respectent rien, ils essayent tout, ils sont très ingénieux. Évidemment qu'on perd un peu de vitesse, tout cela, mais il est quand même solide. Je crois, et même au niveau numérique, pour tout ce qui est digital, le droit, on a vraiment tous les outils pour lutter contre la contrefaçon. Maintenant, évidemment que les contrefacteurs, ils auront toujours de l'avance puisqu'ils ne respectent pas ce droit-là. Donc, c'est ça. Mais je crois qu'il y a eu de grosses évolutions là au niveau européen, notamment avec le DSA qui permet de pouvoir harmoniser le droit du numérique au niveau européen. Ça va permettre de, évidemment, mieux agir. Mais vous savez, il y aura toujours les bons et les mauvais élèves. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises et les plateformes digitales comme la vôtre qui permet vraiment de nettoyer, de protéger ses consommateurs parce que vous considérez que la lutte anti-contrefaçon est une priorité et donc ça fonctionne très bien. Et puis il y a des plateformes moins regardantes qui s'en fichent complètement et qui laissent passer la contrefaçon parce qu'elles gagnent tellement d'argent avec cela que finalement le droit pour elles, ça reste accessoire.
Oui, alors je sais qu'au sein de l'équipe Rakuten, en tout cas, on a une équipe qui est dédiée justement à la contrefaçon, qui travaille un petit peu main dans la main avec Bien sûr. vos équipes, avec les douanes, avec manière à s'assurer. Et je sais que on scanne la quasi-totalité de tous les produits et l'utilisation de l'IA est enfin, assez remarquable à ce niveau-là, ce qui permet quand même de détecter beaucoup de fraudes, beaucoup de contrefaçons. Et c'est vrai que c'est un peu le cheval de bataille de Rakuten à ce niveau-là. Mais ça reste une combinaison d'outils techniques, technologiques Mm. et puis d'intervention humaine au niveau des équipes. Je pense que sans les deux éléments, en fait, on n'est pas à un même niveau de performance. Évidemment. Heureusement qu'il faut encore de l'humain derrière tout ça. Eh oui, oui, bien évidemment. Mais j'imagine aussi que le cadre juridique évolue à chaque fois qu'on voit des nouveaux cas de société ou des cas de contrefaçon. Donc ça évolue évidemment avec le temps. En réaction aussi par rapport à ce genre de choses. Bon, celui-là, il va vous parler en termes de produits. Ah, les nouvelles technologies. Tout à fait. Tu ne demandes pas ce que c'est là, je pense que C'est peut-être le tien d'ailleurs, non? ça pourrait. Qu'est-ce que ça vous évoque? Un beau téléphone. Un beau téléphone? Un cher téléphone? Téléphone performant? Un téléphone performant, oui, oui, mais c'est surtout des produits qui auparavant n'existaient pas en contrefaçon. C'est-à-dire que c'est vraiment un tournant. On va dire que la contrefaçon a complètement changé de nature depuis 20 ans. Il y a eu dans les années 50 beaucoup de contrefaçons de produits qui étaient liés aux bouteilles, des vins et spiritueux, du parfum. Voilà. Puis après, ça s'est déplacé dans les années 80 sur des produits de luxe. Et puis, dans les années 90, ça a commencé à se démocratiser sur les jouets, les pièces détachées automobiles et puis d'autres produits. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années maintenant, on voit beaucoup de produits technologiques qui sont touchés par la contrefaçon. C'est surtout les pièces détachées, en fait, hein, où il y a beaucoup de contrefaçon. Et donc, si vous allez faire réparer votre téléphone chez un réparateur peu scrupuleux ou pas agréé, il y a de fortes chances pour que vous ayez une pièce détachée de contrefaçon qui soit installée sur votre appareil. Et d'un point de vue de l'utilisation du téléphone aujourd'hui, c'est aussi un symbole de économie globale, d'achat en ligne. Aujourd'hui, littéralement, on fait tout avec son téléphone. C'est aussi ça la partie qui est un petit peu compliquée à maîtriser, c'est que tout vient de partout. Tout est envoyé, transporté, importé. Donc, me fut un temps, je pense qu'on avait des gens qui faisaient de la contrefaçon localement dans les pays. Peut-être à l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, on parle d'échelle mondiale. Est-ce qu'on peut encore clairement tracer la frontière entre un faux, un dupe, une création originale et dans cet environnement, comment on arrive à tout bien cadrer ou maîtriser du moins? On maîtrise rien dans la vie, vous savez. On fait croire. Non, la réalité, je pense, et tu compléteras, Benjamin, avec ton point de vue, la réalité, c'est que ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, de n'importe où, avec son smartphone, commander un produit de contrefaçon en ligne. Qu'il soit conscient ou qu'il en soit inconscient. Donc je crois que c'est l'accessibilité aux produits de contrefaçon qui a complètement évolué. Auparavant, il fallait voyager, il fallait prendre l'avion, partir en vacances, aller dans un pays d'Asie, au Maroc, en Tunisie, en Italie, pour avoir de la contrefaçon. Et puis on en ramenait un, deux. Voilà, c'était très limité finalement à une certaine population en plus qui voyageait. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter n'importe quoi, comme je le disais. Et donc, n'importe qui peut aussi s'improviser revendeur de contrefaçon pour arrondir ses fins de mois. N'importe qui peut acheter plusieurs produits de contrefaçon en ligne, les revendre ensuite sur d'autres sites peu scrupuleux. Et c'est là que ça a un petit peu changé de dimension. C'est que n'importe qui est vraiment confronté à ce phénomène. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que on voyait ça sous le prisme de l'achat en fait, parce que bon, pour peu que tu aies une connexion internet, tu peux tout faire, et y compris acheter des contrefaçons, mais tu peux aussi promouvoir des contrefaçons,
via les réseaux sociaux, tu peux te filmer, tu peux faire des photos, etc., envoyer des messages, communiquer de manière générale sur des contrefaçons, sur les fameux dupes qu'on a évoqués. Donc en fait, c'est un outil extrêmement intéressant, mais sous le prisme de la contrefaçon, c'est vrai que c'est dans les deux sens. C'est à la fois pour la consommation d'une certaine manière de contrefaçon, mais aussi d'un point de vue un peu plus business, en réalité, en matière de promotion ou de vente. C'est quoi les plus grandes avancées qu'on ait vues face à justement cette émergence d'une économie mondiale, de l'afflux de conteneurs dans tous les sens? Qu'est-ce qui a été adapté finalement Je crois que le travail des douanes a beaucoup été adapté. Sur le ciblage notamment, il faut savoir qu'à l'UNIFAB, on forme à peu près 1000 agents douaniers par an à la reconnaissance des vrais et des faux produits, tous secteurs d'activité confondus. Donc, il y a eu un gros travail effectué. Il y a eu aussi une prise de conscience par d'autres autorités publiques, la police judiciaire, la gendarmerie, qui travaille beaucoup aussi sur la lutte anti-contrefaçon, qui va aller vérifier ce qui se passe sur les marchés du dimanche, hein, où on trouve aussi de la contrefaçon. Et puis toutes les cellules cyber qui ont été créées au niveau de ces autorités pour justement surveiller les flux de contrefaçon qui étaient vendus en ligne. Ça a été une énorme évolution depuis un certain nombre d'années, avec vraiment un ciblage très important sur la lutte anti-contrefaçon. Alors justement, vous parlez de votre action pour former les douanes ou les aider à bien travailler. Je sais que vous avez une journée le 4 juin 2025, donc très prochainement, sur l'UNIFAB qui organise la déclinaison française en fait de la journée anti-contrefaçon du Tout à moins. fait. Alors en fait, l'UNIFAB a créé la journée anti-contrefaçon il y a plus de 25 ans et a créé aussi un réseau qui s'appelle le Global Anti-Counterfeiting Group, qui est l'association internationale de lutte anti-contrefaçon, avec toutes les associations nationales finalement. Et donc j'ai mon homologue italien, espagnol, américain, chinois. Et donc on a décidé effectivement de créer cette journée mondiale anti-contrefaçon qui a lieu le 4 juin. Cette journée sera l'occasion d'une part de parler du sujet dans les médias et vis-à-vis des consommateurs. Et à cette occasion, on remettra aussi au gouvernement le rapport sur les liens entre la contrefaçon et la criminalité organisée, qui permet vraiment de faire des ponts très directs entre l'activité de vente de contrefaçon et le financement des réseaux criminels internationaux, voire terroristes. Et alors, est-ce que vous remettez toujours un prix ? On remet toujours un prix. Alors, parce que si tu te souviens, on avait été récompensé, alors il y a un certain nombre d'années maintenant, je fais passer un petit message. Oui, ce réseau remet toujours un prix, effectivement. Donc, il y a les trophées du GACG, et ces trophées récompensent la plus belle action publique, nationale, publique, internationale, privée, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est toujours dans les clous. Très bien, merci. En tout cas, c'est un beau rendez-vous, il faut en avoir conscience. Un autre aspect qui est intéressant, c'est les réseaux sociaux, les marketplaces, les influenceurs finalement. Ils jouent quel rôle dans la contrefaçon? Ils sont actifs, ils sont passifs Ça dépend. J'ai envie de vous dire, ça dépend qui. Oui, il y a des plateformes, enfin des marketplaces et des réseaux sociaux avec lesquels on collabore très bien et avec lesquels il y a vraiment, je crois qu'ils ont le souci de protéger leurs consommateurs et de proposer un espace numérique clean. Et puis, il y en a qui s'en fichent complètement, on ne va pas se mentir, et avec lesquels on a un très bon dialogue, mais qui ne font rien, puis d'autres avec qui on n'a pas de dialogue du tout. Donc, je vous parle de cela au niveau international, hein, d'ailleurs, qui sont condamnés régulièrement et qui préfèrent payer les amendes. Donc, vous imaginez ce que ça leur rapporte. Et puis, au niveau des influenceurs, on travaille beaucoup avec l'ARPP et l'UMIC, qui est la fédération française, finalement, des influenceurs, des créateurs de contenu, de manière à ce qu'on explique
très clairement aux influenceurs que la contrefaçon est un produit, est quelque chose d'illicite. On ne peut pas faire la promotion de contrefaçon. Et il faut les éduquer. Hein. Les influenceurs, pour la plupart, se sont improvisés influenceurs et donc n'ont pas connaissance d'un certain nombre d'éléments et surtout n'ont pas de connaissances juridiques. Donc, on a créé une formation pour les influenceurs, justement, qui leur permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la limite à ne pas franchir, sur les dupes, etc., pour qu'ils évitent de faire la promotion de produits qui sont interdits par la loi. Aujourd'hui, on voit les marques étant, pour beaucoup de personnes, un marqueur social. Comment on sensibilise le consommateur sans l'offusquer, le culpabiliser, parce que des fois on parle de moyens, on n'a pas les moyens, on veut des choses, on veut accéder à un niveau social, à un statut. Comment on le rend responsable finalement ? Je crois qu'il faut utiliser les arguments réels quand on explique aux consommateurs que les produits sont fabriqués dans des conditions sociales inacceptables, avec des bilans environnementaux qui sont inacceptables, que les produits sont de mauvaise qualité, qui sont dangereux pour la santé, pour la sécurité. Quand on explique aux consommateurs aussi qu'ils prennent un risque pour eux, mais aussi un risque aussi de déstabilisation économique des États. Quand on explique que c'est moins de fiscalité aussi, puisque les contrefacteurs ne payent pas de taxes, donc c'est moins d'impôts, moins de services publics, tout ça les touche finalement, et il faut vraiment leur faire comprendre que ce sont des produits qui sont d'extrêmement mauvaise qualité et que de toute façon c'est toujours une mauvaise affaire. Acheter un produit de contrefaçon, c'est un produit qui n'est pas durable, qui n'est pas recyclable non plus, je le dis au passage, c'est acheter des produits qui n'ont pas de durabilité. Donc en plus, dans un contexte économique difficile où on se trouve actuellement, où le monde se retrouve actuellement, il est important d'acheter des produits de qualité. Et encore une fois, la contrefaçon ne touche pas que les produits de luxe. Il faut voir les saisies des douanes. L'année dernière, les produits les plus copiés, c'était quand même les biens de consommation courante. Donc les produits d'hygiène, etc. Vous imaginez l'impact d'un produit de contrefaçon sur la peau, un shampoing, une crème. C'est extrêmement dangereux. Ça peut provoquer des allergies, etc. Donc je crois que le consommateur, quand on lui explique cela, il le comprend tout à fait. Nous, on le voit bien lorsqu'on intervient dans les écoles. Les plus jeunes comprennent très très vite que acheter de la contrefaçon, c'est vraiment avoir un acte irresponsable et dangereux. Puis on mène des campagnes, évidemment, alors des campagnes online et puis des campagnes sur le terrain. On a d'ailleurs, on lancera au mois de juillet une campagne sur les plages. Donc pendant tout l'été, vous allez avoir des ambassadeurs et ambassadrices de l'UNIFAP qui vont aller à la rencontre des touristes et des vacanciers pour leur expliquer que acheter de la contrefaçon, c'est pas bien. Notre dernière campagne qui s'appelait La contrefaçon, c'est bidon, a été énormément reprise sur les réseaux sociaux et puis beaucoup dans les médias. Et on espère que la prochaine, qui explique aux consommateurs que la contrefaçon vous dupe, aura le même sort. Je crois que vraiment, il y a une évolution très très importante de l'esprit du consommateur sur la contrefaçon. Il est conscient de ce qu'il fait. C'est juste que maintenant, il nous reste à le convaincre pour certains secteurs d'activité. Et c'est pas facile parce qu'en même temps, tu es quand même dans un contexte de banalisation. Notamment, effectivement, alors les réseaux sociaux, on ne trouve pas que de la contrefaçon sur les réseaux sociaux, c'est l'objet de la discussion aujourd'hui, donc on se permet un peu d'insister sur la question, de la même manière que sur les marketplaces, etc. Mais c'est vrai que le contexte reste quand même difficile s'agissant de la sensibilisation. Et puis je pense que les gens, ils ont parfois aussi des difficultés à se rendre compte qu'un petit acte d'achat, en fait, c'est la partie d'un grand tout qui amène aussi à financer des réseaux, ce genre de choses. C'est que vous êtes attaché à la mise en avant de ces aspects négatifs de la contrefaçon, à juste titre d'ailleurs. Donc voilà, ça reste quand même, il me semble, un sacré défi. Et quels sont pour vous les prochains défis que vous allez rencontrer, justement pour continuer à mieux protéger, mieux encercler, mieux cadrer, mieux faciliter la vie des créateurs et des marques ?
Je crois que le défi principal, c'est vraiment celui du digital, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on se retrouve à acheter n'importe quoi, n'importe où. Il faut vraiment que ce qui est interdit offline soit interdit online. Et donc, avoir un comportement vertueux de la part de tout le monde digital permettra vraiment de nettoyer le monde physique, le monde réel, de toutes les contrefaçons. Très bien. Benjamin? Non, non, rien à ajouter à ce qu'a dit Delphine. Je sais que nous, on a une préoccupation en tant que place de marché en ligne, et c'est de travailler sur un même niveau, notamment de règles, d'un point de vue concurrentiel, avec précisément nos concurrents, qu'ils soient basés en France, en Europe ou beaucoup plus loin. Donc, je pense que la question qui est celle d'aujourd'hui et sans doute des années à venir, parce que ce sont des chantiers importants, et on voit la difficulté qu'il y a à agir, c'est de s'assurer qu'on joue tous précisément avec les mêmes règles. Je vais vous faire passer ces objets très utiles qu'on appelle des buzzers. On va jouer. On va jouer. On est très joueurs. Ah. Hop là. Évidemment, le rouge pour le non, le vert pour le oui. Ah oui, d'accord. Et je vais vous envoyer quelques petites questions. Et puis, à vous de nous dire, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Quoique, Ok. d'un point de vue légal, il y en a peut-être. Delphine, acheter un dupe n'est pas illégal, donc c'est pas un problème. Alors, c'est vrai et faux. Parce qu'en fait, acheter un dupe, effectivement, certains dupes ne sont pas de la contrefaçon, mais la majorité en sont. En revanche, c'est toujours du parasitisme ou de la concurrence déloyale. Donc, de toute façon, c'est pas légal. D'accord, ok, très clair. Pour Benjamin, plus une marque est présente en ligne, plus elle est exposée au risque de contrefaçon. Qu'est-ce que c'est que cette question Non, mais je pense, de toute façon, si plus une marque est présente en ligne, je pense que ça reflète un peu son succès. Et on se l'est dit depuis tout à l'heure, le succès, ça amène malheureusement de la contrefaçon. Donc j'aurais tendance à dire oui. D'accord, très bien. Delphine, plus une marketplace est low cost et plus elle devient un terrain fertile pour la contrefaçon. Oui, D'accord. évidemment, effectivement. Plus la plateforme propose des produits peu chers, plus elles vendent de la contrefaçon parce que elles investissent pas. Les marques qui vendent des produits un peu plus coûteux ne vont pas vendre sur cette plateforme. Donc effectivement. Benjamin, c'est aux marques de faire remonter les produits contrefaits. Les marketplaces n'ont pas les moyens de les identifier seuls. Alors c'est une excellente question. Et c'est faux. Alors, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Nous, on a toujours considéré, mais que ce soit pour nous ou pour nos concurrents, qu'on avait la responsabilité de faire un maximum pour éviter l'apparition de contenus contrefaisants, des contrefaçons, et que ce n'est pas uniquement aux marques de notifier des contenus qui posent problème. Je pense que ça correspond aussi au cadre juridique aujourd'hui. On ne peut pas juste se dire, bon, bah, écoutez, nous, on n'a rien à faire, on laisse les vendeurs vendre, et puis charge aux marques de faire le boulot. Ce n'est pas envisageable. On a une responsabilité qui est évidente, ne serait-ce que même morale, en réalité, vis-à-vis d'elles et vis-à-vis aussi de nos clients, des consommateurs. Très clair. Delphine, la lutte contre la contrefaçon ne peut plus reposer uniquement sur le droit. Vrai. La lutte contre la contrefaçon, elle doit reposer sur l'éducation du consommateur, évidemment. Elle doit reposer sur la prise de conscience collective. Elle doit reposer sur l'investissement de l'État aussi. Donc, c'est un tout. On doit tous travailler collectivement pour vraiment proposer aux consommateurs des produits qui sont légaux, qui respectent les normes et qui sont dangereux pour personne. Benjamin, une plateforme de vente de produits de seconde main n'est pas responsable de l'authenticité de ses produits. Alors c'est faux. Pourquoi c'est faux Tout simplement parce qu'en fait la question de la responsabilité des intermédiaires, des marketplaces, elle n'est pas liée à la typologie de produits qui sont vendus par leur biais. Elle est liée à l'activité même
de place de marché. On a discuté plus tôt tout à l'heure. On ne peut pas simplement dire qu'on n'en a aucune. Évidemment, il faut avoir des mesures en place pour lutter contre les contenus qu'on peut, dans la mesure du possible, éviter de voir apparaître sur le marketplace. D'accord, très clair. On vous avait demandé de ramener un objet en lien avec la thématique. Vous les avez mis à l'intérieur de la boîte. Je ne les connais pas nécessairement. J'ai rapidement jeté un coup d'œil, mais alors, pour Benjamin, j'ai un énorme billet de 100 euros, ou 10 plutôt. 10 euros, 10, 10 euros. ouais. Mais l'inflation, hein. Ah oui. Ouais. Et Delphine, un Un bracelet. très beau bracelet avec une pièce de De 20 centimes. 20 centimes de francs. De francs. Voilà, il y a les 10 euros et les 20 centimes. Vous voyez, nos valeurs ne sont Oui. pas les mêmes. Alors, pour décrire pour les personnes qui ne le voient pas, donc c'est un billet de 10 euros pour Benjamin, qui doit faire à peu près 2 fois ou 4 fois la taille d'un billet traditionnel, imprimé uniquement que d'un côté. Et Delphine, un bracelet d'une pièce de 20 centimes de francs, percé et avec un bracelet nylon. Exactement. Exactement. Alors, Delphine, pourquoi cet objet? Parce que je trouvais que c'était intéressant, évidemment qu'il y a un lien avec notre sujet, et c'est pour montrer qu'une petite entreprise française, qui s'appelle le Petit Franc, hein, qu'on peut citer, je pense, a été capable de monter un business avec des droits de propriété intellectuelle qui ne lui appartiennent pas. Puisque la monnaie, le franc, appartient bien sûr à la France, mais en s'acquittant des droits de propriété intellectuelle, ça lui a permis de pouvoir créer un business avec des anciennes pièces et de créer, finalement, c'est une création assez originale d'avoir un bracelet avec une pièce qui n'existe plus, qui n'est plus utilisée. Très smart et très élégant. Exactement. Et Benjamin, le billet de 10 euros. Oui, qui est en faux. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, il s'agit d'un faux de Movie Money, ce qu'on appelle la Movie Money, qui était en principe de l'argent, notamment des billets de banque, destinés à l'industrie cinématographique. On a retrouvé beaucoup sur les places de marché en ligne il y a quelques années. Alors, on n'a pas pris une authentique, si on peut dire, Movie Money, parce que justement, c'est considéré potentiellement comme de la fausse monnaie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est exactement comme des billets authentiques. Ça a les mêmes dimensions. Il y a juste un petit élément, en l'occurrence, par exemple, la mention Movie Money, qui permet de distinguer qu'il ne s'agit pas de monnaie authentique. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Ça fait l'objet de pas mal d'articles de presse. Ça fait l'objet aussi d'enquêtes de la part des autorités nationales, notamment en France. C'était un phénomène qui était très préoccupant. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup de ménage a été fait. On parlait de responsabilité des intermédiaires, etc. tout à l'heure, et c'était dans ce cadre-là. Donc voilà, j'avais moi-même été amené à être auditionné sur ce type de questions, qui reste un sujet intéressant. Donc sachez que la Movie Money, en principe, n'a pas vocation à être commercialisée, effectivement, parce que beaucoup en font un mauvais usage, en réalité, un usage répréhensible, en l'introduisant dans le circuit économique. D'accord. Mais je me rappelle avoir eu des blocs-notes avec des représentations de billets ou ce genre de choses, sans pour autant avoir des notions de faux quand j'étais plus jeune. Sur la monnaie, il y a des droits de propriété intellectuelle, mais en l'occurrence, le problème, c'est vraiment le fait que ça respecte. Alors tout à l'heure, Delphine parlait des œuvres d'art. Il faut que, si c'est des reproductions, elles soient de dimensions différentes, etc., pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, en fait, sur le fait que ce soit une copie. Là, en l'occurrence, c'est qu'il y avait trop d'éléments, en fait, qui rapprochaient ça de la monnaie officielle. Et ça se voulait être une copie conforme pour paraître plus vrai dans le film. Et beaucoup de personnes, notamment des commerçants, etc., se faisaient abuser lors des paiements avec ce type de monnaie. Voilà. D'accord. Super. Merci de votre participation. Je pense que
En tout cas, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de retracer un petit peu toute l'histoire de la contrefaçon et tous les éléments qui vont être mis en place. Et je vous dis à très vite pour une prochaine édition du Grand Déballage. Merci beaucoup. Merci On remballe tout. beaucoup.